السلام عليكم الزول في اللوان الحمد لله راكم قاع بخير. اليوم نهضروا شوية على البترول، نديروا مقارنة بين الجزائر ومع بلاد أجنبية يسموها le Mexique. Donc aujourd'hui, on va continuer à parler de pétrole. On va essayer de faire un comparatif entre l'Algérie et le Mexique, car souvent vous me dites, oui, il ne faut pas comparer l'incomparable, il ne faut pas faire de comparaison entre l'Algérie, des pays européens ou l'Amérique du Nord. Bah, cette fois-ci, on va parler d'un pays qui, somme toute, fait partie du tiers-monde, c'est le Mexique. Alors, on va évidemment faire une comparaison entre les deux pays au travers de leurs deux compagnies pétrolières respectives. Mais d'abord, j'aimerais transmettre une information que peut-être certains connaissent, mais je pense que la plupart ne la connaissent pas. Le Mexique a été le premier pays au monde, évidemment parmi les pays sous-développés, à avoir nationalisé le pétrole et le gaz. Et oui, c'était une date qui fait écho dans la mémoire collective algérienne, le 18 mars 1938. 18 mars, vous savez, c'est les accords d'Évian, 18-19 mars 1962. Et oui, le 18 mars 1938, cet homme que vous voyez, qui est de conditions extrêmement modestes, il n'a pratiquement pas été à l'école, donc il a dû s'engager dans l'armée mexicaine, et en montant les échelons un à un, il a réussi à devenir général. Et oui, vous savez, parfois, pour prendre des décisions courageuses, il faut être militaire, parce que les civils, ils sont bien gentils, mais pour affronter les grands pays, notamment les États-Unis pour le cas du Mexique, si vous n'avez pas le soutien de votre armée, vous perdez votre temps. Ben oui, ça ne marche pas. Donc il est devenu général, et c'est en étant général, et en prenant le pouvoir démocratiquement, car au Mexique, vous savez, pendant longtemps, c'était un seul mandat de 6 ans. Donc en 1934, ce général-là a pris le pouvoir démocratiquement en 1934, et 4 ans plus tard, en 1938, il a décidé non seulement de nationaliser le pétrole et le gaz mexicain, mais il a carrément exproprié. Exproprié Galomaya. Dégage. Les Américains et les Anglais. Il faut le faire quand même. Il faut le faire. Ça vous rappelle pas un autre homme chez nous? Zaim Tana, Houari Boumediene. Voilà, Houari Boumediene en 1971, 24 février 1971. Il a nationalisé donc le pétrole et le gaz algérien. Lui, il était gentil, Houari Boumediene. Mais c'était un militaire, colonel. Donc il a juste... allez, il a juste dit à la Sonatrach, on prend juste 51%. Le général mexicain قال لهم والو 100% ندي 100% تاع البترول وتاع الغاز تاع المكسيك. Extraordinaire quand même. Hein. Donc ce général, il porte le nom de général Lázaro Cárdenas. Et oui, Lázaro Cárdenas. Et le 7 juin 1938, donc quelques mois après avoir exproprié, nationalisé les pétroles et les gaz du Mexique, il a décidé de créer une société mexicaine du pétrole, ça s'appelle la Pemex, voilà, Petróleos Mexicanos, c'était le 7 juin 1938. Ben, dites-vous bien que tout, alors vous savez que la Sonatrach, elle a créé sa société, elle a été créée le 31 décembre 1963, le Mexique c'était le 7 juin 1938. C'est un grand pays le Mexique, hein, on n'en parle pas beaucoup. Vous savez, non seulement c'est un pays pétrolier, qui produit 2 fois plus que l'Algérie en termes de pétrole. Vous savez, en 2003, il produisait 3,4 millions de barils. Nous, on est entre 900 000 et 1 million. Aujourd'hui, c'est 1,8 million de barils. Donc, les réserves baissent, la production baisse. Donc, vous savez, nous, si on n'y prend pas garde, il va nous arriver comme le Mexique et comme l'Indonésie dont je vous ai parlé hier. Il faut réfléchir, il faut avoir une vision à long terme. Donc voilà, notre ami général Lázaro Cárdenas a eu le courage de nationaliser le pétrole et le gaz du Mexique, donc le 18 mars 1938. Alors vous savez, ce monsieur dont je viens de vous dire qu'il est devenu président pour
un seul mandat. Et lui, il n'a pas modifié la Constitution, hein, qui m'a taouana, qui m'a fait Abdelaziz Bouteflika. قال لك عندي mandat واحد 1934 1940 ما نخرج بصح بدل خدمته. Eh oui, Zaïm. Et c'est vraiment le Zaïm تاع المكسيك كيما الجزائر, الزعيم تاع الجزائر, c'est Feu Houari Boumediene, quels que soient ses défauts, ça a toujours été un vrai patriote, un vrai nationaliste et un vrai monsieur. Mais en plus d'avoir nationalisé le pétrole et d'avoir exproprié les compagnies étrangères, notamment anglaises et américaines, vous savez ce qu'il a fait? Il a essayé d'améliorer les conditions de vie des plus démunis, des plus pauvres, un peu comme aujourd'hui avec la mise en place par le président algérien Sir Abdelmadjid Tebboune d'une allocation de chômage, chose qui n'avait jamais été faite avant, surtout avec cette ampleur. Mais il n'a pas fait que ça. La constitution du Mexique, elle date de 1917. Eh écoutez-moi bien, non seulement il a respecté la constitution de 1917 en ne changeant pas les mandats, un seul mandat pour le président de 6 ans, mais en plus de ça, vous savez ce qu'il a fait? Il a développé la démocratie. Eh oui, nous en Algérie. Feu Houari Boumediene, c'est vrai qu'il a nationalisé le pétrole et le gaz algérien, comme le général Lázaro Cárdenas, mais la différence entre Feu Houari Boumediene et le général Lázaro Cárdenas, c'est que Houari Boumediene n'avait pas de démocratie, mais avec le général Lázaro Cárdenas, il a développé la démocratie. Vous savez, on peut faire les deux, hein. On peut être nationaliste, on peut être patriote, on peut être général, et on peut développer la démocratie, comme ce grand général Lázaro Cárdenas. Vous avez compris pourquoi j'ai proposé l'idée que le vice-président de Sonatrach soit un général? Bon, j'aimerais avoir un général algérien qui ressemble au général Lázaro Cárdenas. Oui, 100%, 100%, pas 51%, 100% du pétrole et du gaz mexicain était contrôlé par l'État mexicain au travers de la Société nationale des hydrocarbures Petróleos Mexicanos, la Pemex. 100%. Il est gentil, on a 51%, puis de temps en temps, on a 25% برك في حاسموينا, 35% في أضرار ou 40% في رجال نور. Mexique. 100%. Mais كاش اللعب. De 1938 à 2011, 100%. 100%. Vous entendez? 100%. Et tous les gisements, je dis bien tous les gisements. Le Mexique, cette compagnie pétrolière, Petróleos Mexicanos, donc Pemex, elle s'occupe de tout. Recherche, exploration, exploitation. Mekesh Lab. Eh oui, ça c'est des pays. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on a fait là hier, avant-hier? On a donné un contrat de 30 ans. 30 ans à Eni. 30 ans, ouais, c'est bien. Ouais. 30 ans, 30 ans à Eni, 1,35 milliard de dollars. Apparemment, 110 millions de dollars vont être consacrés à la recherche. Donc, on a besoin de Eni pour faire des recherches dans notre pays. Allez, mettre de le Mexique. Mexique, 100%. Ils font tout. Recherche, exploration, exploitation. لازم نمدوا Eni, نمدوا توتال, نمدوا بريتيش بتروليوم, نمدوا Halliburton. على مكسيكان خير من الجزائري ولا كيفاه؟ ياه مكسيكان نطيحوا به 100%. 100%. ما كاش اللعب. وداروها في الدستور. Dans la constitution mexicaine, il est dit que 100% des gisements doivent appartenir à l'État mexicain. 100%. Et pourtant, le Mexique, c'est comme l'Algérie. Hein. Au nord, ils ont un voisin très turbulent, très puissant, qui s'appelle les États-Unis d'Amérique. Ils ont une très longue frontière terrestre avec les États-Unis d'Amérique, comme l'Algérie a un grand voisin turbulent et dominateur qui s'appelle la France. Non, on a 51 pour l'Algérie, 49 pour les étrangers, notamment la France. Mexique, guerre américaine, dégage. Dégage, Gallo, dégage à notre général. Ah, les vrais généraux, les vraies armées et les vrais démocrates. Général, démocrate.
Souvenez-vous de ce monsieur, vous pouvez regarder sur Google. C'est un homme extrêmement respecté au Mexique. Il est resté un seul mandat, 6 ans, démocrate, patriote. Voilà le modèle qu'il faut suivre en Algérie et dans tous les pays africains. Voilà, c'est cet homme dont on doit tous s'inspirer. Le général Lázaro Cárdenas. Eh oui. Alors, vous savez que quand il a nationalisé le pétrole et le gaz en expropriant, vous imaginez ce que ça veut dire exproprier? Il a tout pris. Eh, Gollum, dégage! La 49, la 51, mia bel mia. Et donc, les Américains, ils étaient fâchés, nos amis américains. Hein. Donc, Washington a décrété des sanctions contre le Mexique pour le contraindre à payer des dédommagements donc aux firmes qui ont été virées, notamment Shell pour la partie anglo-hollandaise. Eh bien, écoutez, il a résisté. Il a dit, moi, ok, il n'y a pas de problème. Je vais les dédommager. Un peu ce qu'a fait le colonel Gamal Abdel Nasser quand il a nationalisé le canal de Suez. Vous savez qu'il a dédommagé donc les compagnies françaises et anglaises qui contrôlaient le canal de Suez. Eh oui. Mais vous savez ce qu'il a fait, le général Lázaro Cárdenas? Il a fait un prêt. Ben oui. Et le nationalisme, ça coûte de l'argent. Hein. Le patriotisme, ça coûte de l'argent. El siyada wataniya, la souveraineté nationale, ça coûte de l'argent. Donc, il a fait un prêt pour rembourser donc, les compagnies anglaises et américaines de façon à ce que l'État mexicain contrôle 100% du pétrole et du gaz mexicain. Donc, bravo, le général Lázaro Cárdenas. Eh oui, il y a des grands hommes. Hein. Vous savez, il y a eu des grands hommes sur Terre. Alors, comme en 1938, le 18 mars 1938, donc le général Lázaro Cárdenas a nationalisé en expropriant les compagnies étrangères, donc le pétrole et le gaz mexicain, en Iran, en 1951, il y a un grand homme qui était devenu Premier ministre en 1951. Je ne sais pas si vous le connaissez, en tout cas les anciens le connaissent, qui s'appelle Mohamed Mossadegh. Très connu, hein, très populaire, très nationaliste, comme le général Lázaro Cárdenas. Ah oui, un vrai nationaliste. Mais le problème de Hamna Mohamed Mossadegh, voilà, un grand intellectuel, hein, très grand intellectuel, hein, Mohamed Mossadegh. Hein. C'est pas n'importe qui ce monsieur. Hein. Le problème, c'est qu'à l'époque, il était considéré comme un communiste. Et je ne sais pas si vous vous rappelez de la période 1947-1953-54. Vous savez, le communisme était très mal vu aux États-Unis. Si vous étiez communiste, chaise électrique. Hein. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Le sénateur McCarthy a lancé ce qu'on appelle la chasse aux sorcières aux communistes américains. Vous savez, même Charlie Chaplin, le grand Charlie Chaplin que vous connaissez, a été persécuté. On a dit de lui qu'il était communiste. Donc, mais il y a une famille juive américaine. Mais oui, les époux Rosenberg, les pauvres, ils ont été condamnés à mort. Et oui, par la justice américaine. Ah oui, il ne fallait pas être communiste aux États-Unis dans les années 50. Hein. Donc, Mohamed Mossadegh, le nouveau Premier ministre iranien, je vous remets son image, il avait un parti, le parti Tudeh, qui était considéré comme communiste. Et les Américains, qui chafou Mohamed Mossadegh, il a nationalisé le pétrole iranien. Et à l'époque, c'était les Anglais. Et oui, les Anglais qui contrôlaient le pétrole iranien. Et Galom, c'est bon, Khorjo. Donc, ndirkum kimal, Zaïm, le général Lázaro Cárdenas. L'Iran est un grand pays. Hum عندهم les Aztèques, etc. احنا عندهم les Perses. عندنا les Perses هنايا. قالوا أنا فاني أنا الزعيم. Mais le problème, c'est que Mohamed Mossadegh, c'était pas un militaire. Il n'avait pas l'armée derrière lui, contrairement au général Lázaro Cárdenas. Et quand on n'a pas l'armée avec soi, qu'est-ce qui se passe? 2 ans après, le 19 août 1953, il y avait un coup d'État. Coup d'État, pas contre le Shah d'Iran, parce qu'il y avait le Shah d'Iran, vous connaissez, Reza Pahlavi, le fameux Reza Pahlavi. Lui-même a été victime d'un coup d'État plus tard, en 1979, avec la révolution de l'Ayatollah Khomeini. Mais
Donc en 51, donc, le Shah d'Iran a été obligé de nommer Mohamed Mossadegh parce qu'il y avait une pression populaire énorme pour qu'il soit Premier ministre. Mais quand il a nationalisé le pétrole et le gaz iranien, vous savez que l'Iran, c'est un des plus grands producteurs de gaz et de pétrole, avec les premières réserves mondiales de gaz et de pétrole. Vous pouvez imaginer le choc qu'ont eu les Anglais et les Américains. Donc, le meskin, le 19 août 1953, la CIA n'était pas contente. Non. Cache là, qui va après ça va être l'Irak, après l'Arabie Saoudite, après... non. Walou. Donc, meskin, il a fait l'objet d'un coup d'État. Lui, Balkan, pas le Shah d'Iran. Le Shah d'Iran, non, il était content. Le Shah d'Iran, il était parce qu'il était très populaire, le général Mossadegh, très populaire. Donc, meskin, il a été emprisonné pendant 3 ans et ensuite résidence surveillée jusqu'à sa mort en 1967. Lui, au moins, ça va. Il n'est pas arrivé comme feu Mohamed Boudiaf, lui, il a été emprisonné. Un peu comme Ben Bella. Oui, c'est le même modèle. Le modèle Ben Bella, voilà. Et voilà. En tout cas, ça a duré 2 ans, la nationalisation. Et donc, dès qu'il y a eu le coup d'État en 53, le 19 août 53, hop, à nouveau, cette fois-ci, les entreprises anglaises et américaines sont revenues pour contrôler le pétrole iranien jusqu'en 1979. Et oui. Puis après, l'Iran est tombé dans la corruption. Je vous ai raconté le fils du président iranien entre 1997 et 2004. Donc, Rafsanjani, son fils Mehdi, il touchait des pots de vin de Total. 60 millions de dollars de pots de vin par Total pour obtenir un contrat gazier qui s'appelle South Pars. C'est un contrat gazier de 2,5 milliards de dollars. Puis après, on a le fils de Kadhafi. Parce que après, évidemment, il y a d'autres pays. Après l'Algérie, après le 24 février 71, Mazzaïm, feu Houari Boumediene, il y a d'autres pays qui ont nationalisé, l'Irak, la Syrie, mais ils sont tous tombés dans le piège de la corruption. Oui, le fils de Kadhafi, 50 millions de dollars de corruption de la part des Canadiens, SNC-Lavalin, comme je vous ai raconté hier. C'est triste. Vous savez, on a beau être musulman, l'argent il est plus fort que la religion. Donc voilà, tout ça pour vous dire que nos amis mexicains, c'est des grands, c'est des grands. Et eux, ils ont résisté, les Mexicains. L'Iran n'a pas résisté. Parce que je vous ai dit, Mohamed Mossadegh n'avait pas l'armée derrière lui. Et la CIA, vous savez ce qu'elle a fait quand ils ont fait le coup d'État le 19 août 1953 ? Ils ont organisé des grandes manifestations populaires pour soutenir le coup d'État. Extraordinaire, hein ? Vous savez ce qu'on peut faire avec des services secrets ? On peut faire sortir des milliers de personnes dans la rue, voilà, qui soutiennent le coup d'État contre un homme, vous imaginez, un homme qui a nationalisé le pétrole et le gaz pour le peuple iranien. Mais la CIA, avec le Shah d'Iran, ils ont pu organiser des manifestations pour faire croire que ce coup d'État était voulu par le peuple. Vous avez vu, il y a toujours une 5e colonne dans un pays, un peu comme en Algérie aujourd'hui. D'ailleurs, depuis toujours, en Algérie, il y a toujours une 5e colonne, les Cheikh Ibrahim, l'Abbas, l'Ambouchouar, etc. يا الشعب تاعنا نية بزاف. شوفوا هذا هو الصراع له مسكين. On ressemble pas à feu Mohamed Boudiaf, ربي يرحمه. Vous savez, quand on est civil, on n'a pas de pouvoir. Zéro. On se fait laminer. Il faut être général pour tenir tête. Il faut être militaire pour tenir tête aux grandes puissances, comme le général Cardenas qui a tenu tête aux Américains, comme le colonel Houari Boumediene qui a tenu tête aux Français. Mais vous êtes un civil. واش عندك واحد سيفل واش عنده un petit parti mesquin, tu dis parti واش يدير ما يدير والو. Voilà la leçon de l'échec de la nationalisation des hydrocarbures en Iran par Mohamed Mossadegh. C'est que si vous n'avez pas le soutien d'organisations fortes, et en l'occurrence de l'armée, vous ne pouvez rien faire. دونك هادو الناس يقول لك دولة مدنية ماشي عسكرية. واش من دولة مدنية ماشي عسكرية؟ والله ولا كان ما عندكم جنرال يحكم في بلادكم راكم تعيوا رواحكم. لا بروف مدنيين واش داروا؟ Ils sont tous corrompus les civils كاع.
Vous avez vu combien de présidents à Sonatrach ont été corrompus? Combien de ministres de l'énergie ont été corrompus? Il y a un gouvernement entier de civils qui est corrompu comme en prison en Algérie. Si vous n'êtes pas un vrai général, un vrai patriote et un vrai démocrate, ما درتو والو. دول مدنيين ماشي عسكريين، مدنيين هما اللي فاسدين كاع. هما اللي فاسدين. Et même لو كان ما راكش فاسد كيما محمد مصدق يلعبوا بك كيما يبغوا. Quand vous êtes un civil et que vous n'êtes pas corrompu, n'importe quelle puissance étrangère peut faire un coup d'État. C'est facile de faire un coup d'État, voyons. Aïe, 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 le populisme a vraiment détruit l'Algérie. Donc, alors, on va revenir à cette grande société pétrolière mexicaine qui s'appelle la Pemex. Pemex. Voilà, souvenez-vous, hein, Pemex. Et la Sonatrach et la Pemex. Petróleos Mexicanos, Pemex. Alors, la Pemex, vous savez, contrôler à 100% le gaz et le pétrole, il faut investir beaucoup d'argent. Ça coûte cher hein, de former des ingénieurs. Vous vous rendez compte? Les ingénieurs mexicains ont contrôlé de 1938 à 2011, calculez avec moi, ça fait quoi 5, à la 38, ça fait quoi 50, 62 plus 11, 73 ans. Ils ont contrôlé tout le pays, vous imaginez? Parce que qu'en 1938, quand ils ont nationalisé les entreprises américaines et anglaises, ils étaient fâchés, les compagnies anglaises et américaines. Moi, je dis du jour au lendemain, ils ont dit à leurs ingénieurs, il faut partir tout de suite. Un peu comme les Français et les Anglais avec le canal de Suez. Vous savez, du jour au lendemain, ils ont lâché le canal de Suez. Il a fallu que les ingénieurs égyptiens prennent le relais. Il s'est passé la même chose au Mexique à partir du 18 mars 1938. Sur le champ, les ingénieurs mexicains ont pris le relais. C'est pour ça que le 7 juin 1938, ils ont créé la boîte, l'entreprise nationale Pemex. Donc, les ingénieurs mexicains se sont occupés tout seuls, sans l'aide de personne, de la recherche, de l'exploration et de l'exploitation des gisements de pétrole mexicains. Et il a fallu la Deuxième Guerre mondiale, qui a été déclarée pour les Américains en 1941, donc ça durait de 1939 à 1945, mais les Américains sont rentrés en guerre à partir de l'attaque de Pearl Harbor du 7 décembre 1941. Et là, tout d'un coup, en 1942, comme les Américains avaient besoin de pétrole pour justement les avions, les bateaux, les sous-marins, ils ont dit aux Mexicains, oui, il n'y a pas de problème, on va vous aider, on va vous aider. Et là, tout d'un coup, les Américains ont accepté de renvoyer des consultants, des ingénieurs, pour augmenter la production. Je dis bien pour augmenter, parce que les Mexicains savaient déjà comment assurer l'exploitation des gisements de pétrole. Donc, simplement pour pouvoir augmenter la production de pétrole, car l'armée américaine avait besoin de beaucoup de millions de barils de pétrole, là, les Américains ont décidé d'aider les Mexicains, la Pemex. Vous vous rendez compte? Donc, les Américains, vous savez, nécessité fait loi, vous connaissez cette formule. Voilà, c'est la petite histoire. Donc là, tout d'un coup, ils ont mis fin aux sanctions. Voilà, les Américains ont décidé non, plus de sanctions contre nos voisins du Sud américains, c'est-à-dire les Mexicains. Donc même quand les choses se sont compliquées, voilà, quand les choses se sont compliquées, donc à partir des années 2000, là je vous donne un article qui date de 2000. Regardez la production en millions de barils des Mexicains. 3 530 000 barils jour. Vous imaginez 3 530 000 barils jour. Vous imaginez la production? C'est-à-dire 3 fois et demi la production pétrolière de l'Algérie. 3 fois et demi. On est en 2000, hein, donc là l'article date du 26 juin 2000. 26 juin 2000, regardez. Donc, tout seuls comme des grands les Mexicains. Tout seuls comme des grands, sans l'aide de personne, 100% des gisements étaient mexicains. Je sais qu'il y en a 25, 35, 40, 51, 100%. Et bien les Mexicains tout seuls arrivaient à produire 3 fois et demi plus de pétrole que la Sonatrach. 3 530 000 barils jour, regardez, en millions de barils jour. C'est beau ça, hein? Et à l'époque, donc, il y avait un débat pour savoir si, donc en 2000, si le Mexique devait ouvrir ou pas le capital, donc plutôt la gestion
des gisements aux entreprises étrangères. À l'époque, en 2000, ils ont dit « niet ». Les ressources pétrolières restent aux mains de l'État. Eh ben oui. Siyada al-Wataniya, ça s'appelle ça. N'est-ce pas? Car c'est très important. Les Mexicains sont beaucoup plus nationalistes que les Algériens. Parce que nous, 1, 2, 3, viva l'Algérie, mais gagne un peu comme le peuple mexicain, il harbe en passant par la frontière pour aller aux États-Unis. Ben oui, mais l'État, je parle bien de l'État mexicain, mais cachez-la. C'est des vrais patriotes. On a des patriotes en Algérie, bien sûr, dans l'armée, dans le gouvernement un peu moins, parce que vous avez vu, il y a 20 ministres en prison, donc patriotisme des civils, très très léger, hein, très très léger. Ça m'arrive. En tout cas, tout ça pour vous dire, pour que vous preniez conscience que le Mexicain, Becefam, de façon générale, est extrêmement patriote, hein, mais vraiment extrêmement patriote. Alors, donc, je vous ai dit que la Société nationale des hydrocarbures mexicains, c'est-à-dire la Pemex, écoutez, elle est la seule dans la Constitution hein, à être autorisée à explorer et à exploiter les importants gisements pétroliers et gaziers mexicains. Vous imaginez? C'est la seule qui est autorisée, la seule. Là, on est en 2000, hein, donc on est à 62 ans après l'expropriation des compagnies étrangères et la nationalisation des pétroles et des gaz. Donc en 2000, c'était la seule. Et jusqu'en 2011, ça a été la seule. Je dis bien la seule. Je dis tout le monde. Ben oui, on est tellement intelligents, nous. On a des ingénieurs tellement exceptionnels. Et Harbo, dans les pays du Golfe, en Europe. Son attraque. Si elle avait fait comme Pemex, la seule. 100%. Et c'est dans la Constitution, la seule. Nous moutou à la Total, moutou à la Eni, moutou à la British Petroleum. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Là, on a un nationalisme de façade. Les Mexicains, non, cache façade, cache là. Ils ont une armée vraiment patriotique et ils ont une société nationale des hydrocarbures vraiment patriotique. Cache là. Il n'y a pas de faux semblant. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur nos amis mexicains? Parce que c'est important quand même de parler, de comparer. Parce que si on ne compare pas, on ne connaît rien. Hein, n'est-ce pas? Et regardez ce qu'il disait en 2000, hein, et pour voir l'évolution. Quant au pétrole, le sujet de la privatisation, même partielle, est pour l'instant politiquement incorrect. C'est ce que disaient les Français au poste d'expansion économique à l'ambassade de France à Mexico. Ils ont dit, ils rigolent pas les Mexicains, Galek. Hein. Galek, c'est incorrect de parler de ça. Incorrect. Bon, écoutez-moi bien. En 2000, écoutez bien, en 2000, hein, en 2000, parce que le Mexique, contrairement à l'Algérie, bah, il a misé sur l'industrie, il n'a pas lâché l'industrie. Vous savez, c'est quoi l'industrie automobile au Mexique? Vous savez qu'il y a une grande ville, parce que peut-être vous connaissez Monterrey ou Acapulco ou Cancun. Il y a très peu de gens qui connaissent, mais le vrai poumon économique du Brésil, vous savez, du Mexique, vous savez c'est qui? C'est une ville qui s'appelle Monterrey. Monterrey, deuxième ville du pays. Personne n'en parle. Personne n'en parle. Énorme capitale industrielle du Mexique. Je ferai une vidéo spécialement là-dessus. Voilà. Mais vous pouvez vous renseigner pour savoir de quoi je vais parler. Énorme industrie automobile. Énorme. Le Mexique. Énorme. Eh bien, dites-vous bien qu'en 2000, le pétrole ne représentait que 7% des exportations du Mexique. Vous imaginez? 7% seulement. Car ils ont développé à fond l'industrie. Bah, comme dans les années 70, Feu Houari Boumediene avait développé l'industrie avant que Sioui Yahya sabote toute l'industrie algérienne. Bah oui, ils vendaient des entreprises à un dinar symbolique. Donc tout ce qui a été fait par Feu Houari Boumediene a été saboté par Sioui Yahya, c'est Ahmed Yahya. Mais le Mexique, lui, a développé l'industrie à Monterrey. Oui, donc en 2000, le pétrole ne représentait, grâce au développement de l'industrie, que 7% des exportations. Vous imaginez? Contre 65% 15 ans avant. Vous imaginez? Regardez, c'est pas moi qui le dis. Hein. Voilà. 15 ans avant, l'or noir représentait 65% des exportations. 15 ans après, que 7%. Ben oui, car l'industrie a connu un bond
énorme au Mexique. D'ailleurs, on avait des ministres de l'industrie. Ah oui. Il était quoi déjà, Abdeslam Bouchouareb? Chirurgien dentiste, c'est ça? Il vendait des chips. واش كان يدير يسرق الدراهم ويهربوا من فرنسا بنما لوكسمبورغ لا سويس et pendant que هو يهرب الدراهم le Mexique il développait son industrie et lui donnait des contrats à Macron عمي Macron qu'est-ce qu'il disait Hamdan Ramavra c'est l'ami de l'Algérie Macron hein? L'ami de l'Algérie vous imaginez les ministres qu'on a eu c'est des civils هادو كاع civils hein كاع يموتوا على فرنسا يموتوا عليها واليوم راه مخبي هذا الوزير الصناعه هذا سموشار مخبي عند ماكرون عند عمي ماكرون vous imaginez la catastrophe qu'il y a eu en Algérie mais c'est une déflagration quand on voit ce qu'a fait le Mexique malgré toutes les difficultés et vous savez que le Mexique a beaucoup de difficultés mais au moins ils travaillent les Mexicains au moins leur gouvernement c'est des vrais nationalistes leur gouvernement yeah. C'est des vrais nationalistes hein? Leur président, c'est des vrais nationalistes. Alors, si Abdelmajid Tebboune, il essaye de redresser la situation, mais avec qui il travaille? Avec qui? Avec des gens qui ont été formés sous feu Abdelaziz Bouteflika. Mais la plupart, ce n'est pas des nationalistes, vous le savez. Vous le savez, regardez la France. Elle a juste menacé. Tawana, attention, maintenant, passeport diplomatique, ils ne vont rien. Maintenant, Medjouchga, la France, c'est fini. Elle les a menacés de poursuites judiciaires pour les appartements et les comptes bancaires. Khafo, Medina un contrat total le 17 juin. Ahara, c'est ça, Ahara. 14 900 km². Vous imaginez comme on est fragile. Zaïm Lazaro Cardenas. هو ما خافش. مالي كان elle a menacé قال لهم ديروا واش تبغوا. انا وطني وندافع على السياده الوطنيه تاع المكسيك احنا الجزائر واش نقول وراه يا سير هو اللي مولدين وراك et oui il faut aider le président algérien parce que tout seul il peut pas tout seul le président algérien il peut rien faire vous savez si on l'aide pas il va lui arriver comme Mohamed Mossadegh. Au bout de 2 ans, coup d'État. S'il y a fausse manifestation pour soutenir le coup d'État, adieu. Prison 3 ans, résidence surveillée jusqu'à sa mort, 1967. Mais oui, quand on est civil, on n'a pas de pouvoir. Donc si le président algérien n'a pas le soutien de l'armée, il ne peut rien faire. C'est pour ça que j'ai proposé un vice-président, qu'un vice-président de la Sonatrach soit nommé, mais avec le statut de général, comme le général Lázaro Cárdenas. Oui, comme ça, ils peuvent résister. Sinon, il faut être pragmatique. Il faut être lucide. Le président algérien tout seul ne peut rien faire. Je dis bien, il ne peut rien faire s'il n'a pas le soutien de l'armée. Ben oui. Quand on étudie l'histoire, on ne se laisse pas avoir par le populisme, comme certains. دولة مدنية مش عسكرية هو دار دولة مدنية في عامين طبقوه. Eh oui, quand on est un pays sans industrie, sans économie, sans rien, l'armée est le pivot de l'État. Sans l'armée, vous ne pouvez rien faire. Regardez le général Cardenas, étudiez, parce que le populisme shabaouia, c'est bien, mais ça ne résiste pas à l'épreuve des faits. Regardez, pourquoi Mohamed Mossadegh en Iran a échoué en 2 ans, alors que le président du Mexique, président démocrate, un général, a résisté aux pressions de l'Amérique. Et pourquoi, à votre avis? Parce qu'il y avait l'armée avec lui. Sans l'armée avec vous, vous ne pouvez rien faire contre la pression de la France ou des États-Unis. Rien faire. Wello. واش نزيد لكم؟ واش نزيد لكم يا ولد البلاد؟ Donc, je vous ai dit, il y a eu des problèmes à partir de 2011, parce que l'entreprise Pemex, qui s'occupait de tout, s'est lourdement endettée. Donc, elle a un énorme endettement. Donc, il a fallu ouvrir un peu, parce que la production de millions de barils par jour a baissé. Donc, je vous ai dit qu'en 2000, elle était de 3,53 millions. Et ensuite, elle a baissé considérablement. En 2014, elle a baissé à 2,3 millions de barils jour.
3 millions de barils jour. Donc vous voyez ça. Et donc il fallait réagir. Et donc c'est de cette façon qu'il y a eu, à partir de 2011, une modification de la loi pour permettre à des entreprises étrangères de participer, je dis bien participer, à l'exploration et l'exploitation des gisements. Mais ça s'est fait de façon très résiduelle, hein, très résiduelle. Et je vais vous dire combien après. Je vais vous dire combien. Donc alors, en 2011, donc la compagnie nationale mexicaine Pemex a décidé d'accorder des contrats d'exploration et d'exploitation à des compagnies privées, mais de façon très légère, de façon très légère, d'accord? On va très doucement, parce que n'oubliez pas qu'ils ont été traumatisés par les sanctions des Américains et des Anglais, donc après l'expropriation et la nationalisation des pétroles et des gaz mexicains donc en 1938. Donc je vous ai dit qu'il y avait Shell, la Royal Dutch Shell, et la Standard Oil of New Jersey, donc, qui dépend aujourd'hui d'Exxon. Et à partir de là, donc les Mexicains donc, ont commencé à ouvrir donc, l'exploration et l'exploitation des compagnies étrangères, mais ça s'est fait de façon, on va dire, très limitée. Et d'ailleurs, il y a eu un rapport qui a été publié en France par le Sénat en janvier 2013. Voilà. C'est un rapport comparatif. Ils ont étudié 5 pays. Brésil, Mexique, Norvège et, si je ne m'abuse, attendez, que je ne dise pas de bêtises. Quels sont les autres pays? Il faut que je les retrouve. En tout cas, c'est 5 pays qui ont été comparés, mais pour les besoins de cette vidéo, donc je me suis consacré évidemment uniquement sur le Mexique. Donc, en janvier 2013, que disait ce rapport des sénateurs français en juin 2013? Il disait que les contrats de partage de production étaient interdits. Nous, vous savez que c'est devenu la règle depuis novembre 2019. Attendez que je vous la retrouve, écoutez-moi bien. Voilà, que je retrouve bien cette information qui est très importante pour que vous compreniez qu'il y a plusieurs façons de donner des contrats à des compagnies étrangères. Et donc voilà, donc en vertu du règlement de la loi organique concernant l'article 27 de la Constitution, donc la compagnie pétrolière mexicaine Petróleos Mexicanos doit présenter au ministère de l'Énergie une demande écrite de reconnaissance et d'exploitation superficielle qui précise la zone susceptible de contenir des gisements pétroliers, les travaux géophysiques nécessaires pour évaluer et préciser le potentiel pétrolier, donc la compagnie pétrolière mexicaine fait tout, la valeur technico-économique espérée, le risque géologique estimé, risque géologique, c'est-à-dire par exemple, je ne sais pas moi, si on exploite le gaz de schiste, est-ce qu'il peut y avoir de la pollution, des choses comme ça, vous avez compris. Et ensuite, le ministère de l'Énergie publie la demande donc à l'équivalent du journal officiel, ce qui a pour effet d'ouvrir un délai de 30 jours afin que les propriétaires qui ont un intérêt juridique fassent valoir leur éventuelle opposition. Ben oui, parce qu'au Mexique, vous savez, la plupart des gisements de pétrole et de gaz se trouvent, en tout cas pour certains, dans des réserves indiennes. Donc, ils consultent les populations indiennes. Et oui, avant d'explorer. C'est un peu comme si chez nous, on consultait la population avant d'explorer un gisement. Ah, le Mexique, c'est une autre mentalité. C'est une autre mentalité. Vous savez, il a fallu qu'ils combattent les Espagnols, parce que pour les Mexicains, les colons, c'est les Espagnols, et les néocolons, c'est les Américains. Donc, ils sont très attachés à la terre. On ne fait pas n'importe quoi avec la terre mexicaine. Bon, qu'est-ce que je dois dire d'autre? Alors, Washington Delcom. Voilà, je continue. Ok. Voilà, on va y arriver. Tac, tac, tac. Voilà. Voilà, donc tout ça pour vous dire, je résume ma pensée. Au Mexique, on n'autorise pas les contrats de partage de production. Donc ça, c'est un rapport de janvier 2013 des sénateurs français. C'est la raison pour laquelle la compagnie pétrolière mexicaine, Pemex, partage uniquement jusqu'à 10% les bénéfices de la production avec des partenaires du secteur privé. Information qui date de février 2025. Voilà.
Vous voyez, Oil and Gas. C'est un site internet spécialisé dans le pétrole et le gaz. Regardez. Pemex partagera jusqu'à 10% des bénéfices de la production avec des partenaires du secteur privé. 10%. Pas 49. Pas 35. Pas 40. Pas 25. 10 برك. بغيت تخدم عندي نعطيك 10% برك. هذا ما كان. 10% des bénéfices. Hein? Attention. Hein? Pas 10% de la production. Je vous ai expliqué. Dans le cadre du contrat de partage de production, donc vous entendez 51% d'Atrac et 49% pour les étrangers. Oui, mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que dans le contrat de partage de production, les entreprises étrangères, quand un gisement est exploité, d'abord, elles se font rembourser leur investissement. Vous entendez bien? C'est même les reins. Dans les nouveaux contrats, là. Par exemple, Eni. Eni, ouais, génial. Eni va mettre 1,35 milliard de dollars dans le gisement Intel au Sahara. Oui, mais quand il va être exploité, le gisement, d'abord, Eni va se faire rembourser. Et ensuite, on va partager. Dans ce cas-là, pourquoi c'est pas la Sonatrach qui va emprunter 1,35 milliard? Puisque, apparemment, vous avez lu l'article. On sait déjà il y a combien de milliards de mètres cubes de gaz et de pétrole. On sait déjà. Donc, les études ont déjà été faites. Donc, pourquoi moi, je vais donner à Eni ou la Total ou la British Petroleum alors je sais qu'il y a déjà du gaz et du pétrole. Alors, pourquoi je vais partager? Alors, je sais combien il y a à peu près. Pourquoi on ne fait pas comme les Mexicains? 10% bac. Fact. 10. Pas 49. 10. Voilà. Alors, regardez bien, vous pouvez vérifier sur Internet, il n'y a pas de problème. Ben oui, parce que vous savez, la nouvelle présidente du Mexique, ben, c'est une spécialiste du secteur. Ben oui, c'est une ingénieure. Vous croyez que présidente, ingénieure dans le domaine pétrolier, vous croyez qu'elle va donner 49 aux étrangers? Wello. Wello. Ok? Wello. Allez, vous voyez, je vous compare avec un pays comme nous, hein, un pays sous-développé. Même s'il a une grande industrie maintenant. Bah oui, ils bossent, les Mexicains. Il y en a, les harbos, attention, il y en a qui... Les harbos, les pauvres, les plus pauvres. Les harbos américains. Mais ceux qui ont les cadres, les ingénieurs, les informaticiens, ils godent au Mexique. Ah oui, ils développent leur pays. Ah, regardez, en 15 ans, le pays s'est développé de façon considérable. Vous entendez? Considérable. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre pour éclairer nos lanternes? Vous savez, c'est bien de comparer, de lire. Ah oui, c'est comme ça, on sait de quoi on parle. On ne parle pas dans le vide. Oui, dans le vide. Parce qu'on parle beaucoup dans le vide parfois dans notre pays. On parle des généralités, on n'est pas précis. Alors, maintenant, on va parler, comme je vous ai dit tout à l'heure, un peu de comparaison entre les deux. Alors, quel est le chiffre d'affaires finalement de la compagnie pétrolière mexicaine? Donc, alors, source de Statista, donc de 11 juin 2025, ça fait pas longtemps. Vous savez, le chiffre d'affaires d'une compagnie pétrolière, ben, il est fonction du prix du baril. Hein, donc, tous les ans, ça change, évidemment. Parfois, c'est la catastrophe, comme en 2020 avec le Covid, et puis 2023, c'était magnifique avec la guerre en Ukraine. Donc, alors, 2024, le chiffre d'affaires donc de nos amis mexicains, c'était 80 milliards de dollars. Regardez, 80 milliards de dollars. C'est la même chose que la Sonatrach, à peu près. 80 milliards de dollars. C'est bien? 80 milliards de dollars. Ils ont à peu près 158 000 employés. C'est entre 128 et 158. La Sonatrach, 180 000. À peu près. On va dire que, allez, entre 30 et 50 000 employés à peu près en moins. La Pemex a le même chiffre d'affaires que la Sonatrach algérienne. Alors maintenant, en termes de filiales, la Sonatrach a 154 filiales, la Sonatrach. Vous voyez, 154 filiales.
Je vais vous dire combien de filiales a Pemex. Pemex a mis en place un plan de restructuration, la Pemex, où il y avait au début 95 filiales. Regarde, 95 filiales. Et ici, 95 filiales. Et ils ont décidé de mettre en place un plan de restructuration. Et donc ça date de 2023. Et regardez combien maintenant ils ont de filiales? 37 filiales seulement. Nous, la Sonatrach, c'est 154 filiales. Parce que nous, on ne restructure rien. Tout va bien, on ne change rien. Alhamdoulilah, l'Algérie va bien, la Sonatrach va bien, il n'y a plus de corruption, tout va bien. On a mis 20 ministres corrompus en prison, on a mis 3 anciens présidents de la Sonatrach corrompus en prison, on a mis 3 ministres de l'énergie corrompus en prison, donc, mais on ne change rien. Nous, on ne regarde pas les causes qui ont fait pourquoi il y a de la corruption à la Sonatrach. Non, on ne regarde rien, tout va bien, alhamdoulilah. On continue à travailler avec des multinationales condamnées pour corruption en Algérie, condamnées pour corruption en France, condamnées pour corruption aux États-Unis et condamnées aussi en Iran parce qu'on leur a retiré le grand contrat de gaz. Donc Total s'est vu retirer le grand contrat de gaz de 2,5 milliards de dollars alors que Msakin nous ont donné 60 millions de pots de vin au fils du président iranien. Mais non, on ne change rien. On continue à travailler avec les mêmes. Voilà. Et les Mexicains, eux, réfléchissent les Mexicains. Quand ils voient que quelque chose ne va pas, ils réfléchissent. Ils disent comment on peut réduire les coûts, comment on peut réduire le nombre de filiales. Parce qu'à quoi ça sert d'avoir des filiales si on travaille avec des étrangers? Ben oui, nous, on travaille avec Eni, Total, British Petroleum, même des Suisses, des Autrichiens, des Thaïlandais, des Vietnamiens. À quoi ça sert d'avoir 154 filiales? Pas besoin de filiales. Voilà, pourquoi faire? C'est pas nous qui exploitons. Si, certains, c'est nous. Gassitwil, au début, on avait donné 80% aux Espagnols. Après, Zavna Mahom, ils n'ont pas respecté le calendrier. Après, Danashwi Hanif, on a décidé de l'exploiter nous-mêmes en travaillant avec 2 filiales algériennes. Voilà. Mais il a fallu que les Espagnols ne respectent pas le contrat. Et pourquoi on a 154 filiales? Pourquoi 154? Pemex, avec le même chiffre d'affaires, 37 balles. Allèche. Il n'y a personne qui veut réfléchir. Personne veut restructurer la Sonatrach. Non, personne. Tout va bien. Alhamdoulilah. Tout va bien. 3 présidents Sonatrach en prison, 3 ministres d'énergie en prison, mais tout va bien. On ne réfléchit pas aux causes qui ont fait que pourquoi tous ces présidents civils, ces ministres civils sont en prison. On ne réfléchit pas, on ne se dit pas peut-être qu'il y a des mécanismes au sein de la Sonatrach qui ne sont pas bons, il faut qu'on revoie les choses. Parce que quand on parle de filiale, ça veut dire quoi filiale? Ça veut dire facture. Ou plutôt surfacturation. Ben oui, donc ça génère de la corruption les filiales, vous le savez, non? Vous ne savez pas? Si, vous le savez. Ben, si je le sais, c'est que vous le savez, non? Ben oui, plus vous avez de filiales, plus vous avez de gens qui sont susceptibles de faire des facturations, surfacturations. Bon, vous avez compris, j'espère. Ah oui, nous, c'est 973 000 barils le jour, et le Mexique, c'est 1,8 million. 1,8 million. Comment ça se fait qu'on a, à peu près le même nombre d'employés pour 2 fois moins de production de pétrole? Comment ça se fait? 2 fois moins et à peu près le même nombre d'employés, à 50 000 près. Ça veut dire qu'on a un problème. C'est-à-dire qu'on a trop de gens qui sont employés à Sonatrach qui ne servent à rien. Alors, en 2020, nous avons un Algérien, un spécialiste, Mounir Serrail, qui a publié donc un article, je crois que c'est Algérie patriotique, qui s'appelle... Alors lui il a fait une comparaison que moi je ne peux plus faire. Il a comparé la Sonatrach avec une petite société américaine qui s'appelle Halliburton. Vous savez c'est qui Halliburton? L'ancien vice-président américain Dick Cheney, donc vice-président de Bush, est président d'Halliburton. Donc il a comparé. Bon, moi j'ai juste voulu comparer 2 entreprises pétrolières de 2 pays sous-développés. Lui, il a comparé avec Halliburton. Donc il a dit Sonatrach versus Halliburton, 3 fois plus d'effectifs, c'est-à-dire 3 fois plus d'employés et 6 fois moins de profit. Donc en clair, il dit quoi? Il dit que Sonatrach a 3 fois plus d'employés, mais la Sonatrach gagne 6 fois moins que Halliburton. Bon.
Alors, bah, écoutez, oui, c'est un indice de comparaison, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Alors, il ne parle pas que de Sonatrach, il parle aussi de Sonalgaz. Ah oui, Sonalgaz, 91 000 travailleurs. Waouh, waouh. Sonatrach, c'est 180 000. Hein. Et il dit, il compare donc aussi Sonalgaz avec EDF. EDF, 70 000 seulement. Avec un chiffre d'affaires, bien sûr, plus élevé pour les Français. Donc, en gros, il dit, on a un problème d'effectif, de sureffectif. Sonatrach, Sonalgaz et Air Algérie. Ah, ben, Air Algérie, vous savez, hein, on emploie tellement de monde, alors qu'on a peu d'avions et peu de touristes. Bon, Galec. Sonatrach emploie plus de 180 000 personnes, alors que les sociétés pétrolières, 5 fois plus grandes, fonctionnent avec des effectifs bien moins importants. Et il cite Halliburton au chiffre d'affaires de 240 milliards de dollars en 2019. N'a que 55 000 personnes. Vous imaginez? Nous, c'est 80 milliards, 180 000 personnes, et Halliburton, 55 000 personnes. 240 milliards, c'est-à-dire 3 fois plus. BP, British Petroleum, chiffre d'affaires 128 milliards de dollars en 2019, n'a que 73 000 employés. 128 milliards, nous c'est 80 milliards. Et ah oui, lui il a pris un chiffre bas, hein, parce qu'en 2018 le chiffre d'affaires de Sonatrach était faible, 39 milliards. Parce que l'article a été créé en 2000. Et il dit, avec un chiffre d'affaires de 39 milliards de dollars en 2018, Sonatrach dispose de plus que le double de l'effectif en employés de British Petroleum et du triple d'employés d'Halliburton. Pourtant, on donne 49% aux multinationales étrangères, alors qu'on a 180 000 personnes. Mais normalement, on n'a pas besoin de donner des contrats à Total ou la Eni ou la British Petroleum. À quoi ils servent à donner 180 000 alors? Chidero. Ils sont pas capables de faire des recherches, d'explorer des gisements de gaz et de pétrole, d'exploiter du gisement des proches. Pourquoi on donne 49% alors qu'on a 180 000? Halliburton, il n'a que 55 000. Et ils ont 3 fois plus de chiffre d'affaires que nous. En prenant comme indice de référence 2024. Hein. Mais 6 fois plus de chiffre d'affaires si on tient compte de l'indice de référence de 2018, date à laquelle l'article a été écrit, parce que c'est 2020 par rapport au chiffre de 2018. Et oui, à quoi ils servent les 180 000? Ah, je comprends pas, mais qui va j'embauche 180 000 personnes, on met 49% aux étrangers, ou la 80% à Hassimouina, 65% à Adrab, 60% à Argan. Allez, pourquoi je fais ça moi? Et à côté de ça, on nous dit qu'au cours des 5 dernières années, le groupe a perdu 10 000 cadres. Voilà, 10 000 cadres. Les chiffres varient. Hein. En gros, il y a 4 000 cadres qui sont partis et 6 000 à la retraite. Donc ça fait 10 000. Pardon. 8 000 sont partis. Et 2 000 à la retraite. C'est 2 000 par an. 2 000 par an. Donc voilà, 10 000 cadres sont partis, Galek, dans les 5 dernières années. Regardez, 10 000 cadres. Et donc, si les cadres ils partent, je regarde, le planton, je regarde. Est-ce que vous avez compris? On a un vrai problème. Mais personne ne va en parler. Si, il y en a. Alhamdoulilah, il y a quand même des économistes, des docteurs, des spécialistes en pétrole qui en parlent. Mais franchement, il y a combien d'ingénieurs à la Sonatrach? 2000 par an. Donc, les 180 000, c'est quoi? C'est des secrétaires, des plantons, des chauffeurs, des conducteurs d'engins, c'est quoi? C'est qui? Mais les vrais ingénieurs, les vrais techniciens, les vrais spécialistes, des recherches, d'exploration, d'exploitation. Bon, ben écoutez, je crois que je vous ai assez fait mal à la tête. Alors, comme toujours, je lis des commentaires de gens qui me disent « Mais c'est quoi la solution ?» Ben, la solution, je vous l'ai proposé, la solution. Tant qu'on n'aura pas restructuré la Sonatrach. D'abord, moi je pense qu'il faut placer en bourse 10% de la Sonatrach, comme le Crédit Populaire Algérien a été coté en bourse, il n'y a pas de problème. Mais uniquement réservé aux Algériens, des actionnaires algériens.
C'est-à-dire, même le fellah, il va acheter une action, il va acheter. Parce qu'il faut que la Sonatrach appartienne à tous les Algériens. Pas simplement à l'État algérien, mais aussi aux Algériens. الشعب الجزائري لازم هو يكسب الشركة الوطنية Sonatrach. Donc 10%. Pourquoi 10%? Parce que ça permet d'avoir des membres, des représentants de ces actionnaires au conseil d'administration. Comme ça, le peuple algérien va être au courant de tous les contrats de gaz et de pétrole qui sont signés avec des multinationales. Il va être au courant du nombre d'employés, il va être au courant du nombre d'ingénieurs, il va être au courant du nombre de plantons, de secrétaires, de conducteurs d'engins, de chauffeurs, etc., etc. Mais oui, tant qu'on n'est pas dedans, on ne peut pas savoir ce qui se passe à Sonatrach. Sinon, s'il y avait des représentants, vous croyez qu'il y aurait tant de scandales de corruption comme depuis 60 ans il y a des scandales? Bien sûr que non. Donc, première idée, on met en bourse 10% du capital de la Sonatrach, accessible exclusivement aux Algériens. Chab Jazair. Deuxième idée, on divise la Sonatrach en deux. Sonatrach pétrole, Sonatrach gaz. Ça, c'est la deuxième idée. Troisième idée, on restructure totalement la Sonatrach. أنايا باه الشركة فيها 180 ألف خدامين في الشركة وما زلنا نعطوا 49% من الحسيان علي بارتون إني توتال etc. Ça, non. On n'a pas besoin de 180 000 personnes, c'est évident. Il faut faire comme la Pemex, il faut réduire le nombre aussi de filiales. On a 154 filiales, ya Rabbi al-Karim. 154 filiales. Et la Pemex mexicaine, عندهم 37 برك. 37 seulement. 37 filiales. Avec le même chiffre d'affaires, 80 milliards. Et une production de pétrole 2 fois supérieure à celle de l'Algérie. 1,8 million de barils jour. Alors qu'il y a 20 ans, ils étaient à 3,5 millions de barils. Troisième idée. Quatrième idée, il faut mettre en place un conseil de surveillance au sein de la Sonatrach. Aujourd'hui, il y a juste un conseil d'administration. En gros, il y a le président, Zaïm, avec ses conseillers, ses vice-présidents, ses directeurs généraux. حتى واحد ما يقولوا لا ويمشي بالتليفون يقول له مد التوتال مد الاني مد فوالا شكون اللي يحكم فيه حتى واحد ما يحكم فيه. Si un conseil de surveillance avec un vice-président général qui surveille tous les contrats de gaz et de pétrole, puis des représentants, des experts pétroliers, des représentants de partis politiques, ah bah ça change tout. Ah bah oui, le président de Sonatrach, il ne va pas faire ce qu'il veut, hein, comme les trois anciens présidents de Sonatrach qui sont tous retrouvés en prison parce que c'est des corrompus. Bah évidemment, ils font ce qu'ils veulent. C'est des pharaons. Bah oui, et puis voilà, Total lui dit, écoute, t'inquiète pas, je te donne 50 millions de dollars en Suisse, au Luxembourg, t'inquiète pas. Mais je te donne pas toi, je te donne à ton fils, qui est même Mziane, Mohamed Mziane, ma Oulido. Voilà, Oulido, voilà, il n'y a pas de problème, dans tes comptes suisses, c'est pas de problème, qui met le fils de Kadhafi en Suisse, fils de Rafsanjani en Iran. Tant qu'il n'y a pas de contre-pouvoir au sein de la Sonatrach, mais évidemment qu'elle va faire n'importe quoi, la Sonatrach. Mais évidemment, elle va faire n'importe quoi et elle sera corrompue et il y aura d'autres scandales de corruption. Et vous le savez. Voilà, je crois que j'ai fini pour aujourd'hui. Vous savez, j'ai toujours le sourire, hein, 4 ans de prison, résidence surveillée, mais alhamdoulilah, j'ai toujours le sourire. Vous savez, c'est toujours un plaisir de défendre l'Algérie. Mais comme je vois que le président Meskin, il est tout seul et qu'il n'y arrive pas, bah, je vois bien qu'il n'y arrive pas. Regardez, j'ai fait 250 vidéos avec des propositions, hop, aucun retour. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un bunker au sein de l'État algérien. C'est comme ça que je suis perçu. Hein. C'est l'homme qui vous raconte toutes les entrailles du système algérien. Mais je ne fais pas ça pour dénigrer l'Algérie. Je veux aider l'Algérie en tant que citoyen algérien, comme les 46 millions d'Algériens veulent aider l'Algérie, sauf bien sûr la 5e colonne. Alors j'ai vu les commentaires, ils continuent à me dire, oui, mais tu dis n'importe quoi, tu dis n'importe quoi. Je dis, il n'y a pas de problème, prouvez-moi le contraire. Prouvez que tout ce que je dis est faux. Et si vraiment c'est faux, il faut porter plainte contre moi, voyons. Et moi, si je dis des choses qui sont fausses, prouvez le contraire. Prouvez que la Sonatrach n'est pas corrompue. Prouvez que les multinationales étrangères ne sont pas corrompues ou n'ont pas été condamnées pour corruption.
prouver qu'on a besoin de 180 000 personnes de la Sonatrach alors qu'on donne 49% à des firmes étrangères. Et comment ça se fait que les Mexicains, 100%, ils ont accepté à titre dérogatoire de donner uniquement 10% des bénéfices à des compagnies étrangères, alors que cette compagnie nationale et nationaliste produit le double du pétrole algérien. Comment ils font, eux, pour réussir et nous, on n'y arrive pas? Comment ça se fait? Ben, ça veut dire qu'il y a un problème, non? Donc oui, je comprends qu'il y a des mouches électroniques, il y a des amis de la 5e colonne qui font des petits commentaires. Mais il n'y a pas de problème, vous savez, moi, chef à fille, moi je supprime rien. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais ceux qui voient les vidéos, bah, ils voient bien que je raconte pas de conneries. Tout est sourcé. Tout ce que je dis, c'est avec des sources vérifiables par tout le monde. Je vous ai encore dit, je suis malade, je me soigne, alhamdoulilah, donc j'ai du temps. En attendant que les Français me rendent tous mes appartements, ça va durer 5, 10, 15 ans. Vous savez, Tapi, il a mis 15 ans pour récupérer ses 400 millions d'euros. Moi, j'ai le temps. J'ai le temps. Donc, en attendant, je me cultive. Je me cultive et je partage avec mes frères et mes sœurs algériens ce que j'apprends. Voilà, je mélange des sujets, hein, parfois historiques, parfois politiques, parfois diplomatiques, parfois économiques, parfois financiers. Vous avez remarqué qu'il n'y a aucun retour de l'État algérien. Aucun retour. Je leur ai proposé de mettre en place par rapport à la crise avec la France, parce qu'on est en crise avec la France, mais on leur donne un contrat total. Allez chercher la logique. Je leur ai proposé depuis novembre dernier de mettre en place un front médiatique, Mederouche, un front politique, Mederouche, un front diplomatique, Mederouche. Pourtant, on a des diplomates en prison en Algérie en ce moment, hein, diplomates et agents consulaires. Un front intellectuel, Mederouche. Un front juridique, Mederouche. On continue à faire appel à des avocats stagiaires pour défendre les intérêts d'Algérie. Donc quand je vois ça, je vois bien qu'il y a un problème. Vous le voyez vous aussi qu'il y a un problème. Nous avons un problème au niveau de la gouvernance algérienne. Et je vois bien que le président, malgré toute sa bonne volonté, je vois bien qu'il est isolé. Il est isolé. Parce que le président, quand j'étais bloqué en Algérie et que je lui avais demandé un passeport d'urgence pour me soigner à l'étranger, en 24 heures, il a donné des instructions. En 24 heures, pour que j'ai un passeport d'urgence, pour que qu'on refasse mon passeport, mon permis, attestation de résidence, et il a fait lever l'interdiction de sortie du territoire national. Tout ça en 24 heures. Donc je sais bien qu'il a une bonne volonté, le président. Mais quand il y a des enjeux hyper importants avec ces milliards de dollars du pétrole et du gaz, il a des contraintes. Il ne décide pas tout seul. Donc c'est pour ça qu'il faut l'aider. Il faut soutenir l'action anticorruption du président de la République. Sinon, il va se faire complètement bunkériser. Et moi, je ne veux pas que notre président soit bunkérisé. C'est pour ça que je continue à lui apporter mon soutien, mais en même temps, je suis obligé d'alerter l'opinion publique sur certains dysfonctionnements, notamment au niveau de l'appareil d'État et de la Sonatrach. Bien sûr que ça va pas. Ça tourne pas rond aujourd'hui, la Sonatrach. Comment on peut être en crise totale avec la France et à côté de ça, on donne un contrat total? Mais ça tourne pas rond. Une entreprise condamnée pour corruption en Algérie, condamnée 2 fois pour corruption en France, condamnée pour corruption aux États-Unis, et on lui donne un contrat alors qu'on a 20 ministres corrompus en prison en Algérie? Ah bah non, ah bah non. Ou bien on lutte contre la corruption à tous les niveaux, aussi bien en interne qu'en externe, ou bien on dit qu'on ne lutte pas contre la corruption. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. On peut donner des contrats Total à Eni, condamnés multiples fois pour corruption, mais dans ce cas-là, il faut libérer tous les détenus algériens qui sont condamnés pour corruption. Bah oui, allez, halal alayhum wa haram alayna. Ah, il faut être logique, moi je suis cohérent. Ou bien on lutte vraiment contre la corruption et on sort de la liste grise dans laquelle nous a mis l'Union européenne. Vous savez qu'on est sur la liste grise. Limite liste noire. Liste noire, il y a la Corée, la Birmanie et l'Iran. Nous, on a liste grise. Bah, si on continue à donner des contrats à Total et à Eni, qui sont des entreprises corrompues, condamnées pour corruption, bah, on va rejoindre la Birmanie, la Corée du Nord et l'Iran dans la liste noire de la corruption. Bah oui, attendez, c'est logique, non? Ça veut dire quoi, ça? On donne des contrats à des entreprises corrompues. Ça veut dire qu'on est en train de financer la corruption. Oui, on est en train de financer la corruption de ces multinationales. Donc on les encourage à nouveau à pratiquer de la corruption. Et les pauvres là, les Algériens là qui ont volé quelques millions de quelques millions d'euros. Je
parle pas des milliards qui ont été pris par les multinationales. Les ministres là, qui ont acheté des appartements à Paris, à Monaco, à Nice, les Harbo, quelques millions, les îles Vierges, vous savez, les îles Vierges britanniques, à Panama. هذو مساكن شاو يقولوا حنا دينا شويه وبرك رانا في الحبس والتوتال داو بزاف راهم تابي روج. Non, il faut être logique. Il faut avoir des principes, non? Principes. Yeah? Hein, je vous ai parlé de Zaïm le Mexique. Je vais finir avec lui, tiens. Vous savez, moi j'adore les hommes, les vrais hommes. Hein, Zaïm, le général Lázaro Cárdenas. On n'a pas l'équivalent en Algérie d'un général qui peut être vice-président de la Sonatrach, qui peut faire comme lui? À la fois patriote et démocrate, et qui aime les pauvres. Ça n'existe pas en Algérie? On n'est pas capable d'avoir un général en Algérie pour être vice-président de la Sonatrach? Pas comme le condamné, là, le délinquant général français, là, général Denis Favier, qui est vice-président de Total. Ah, ils n'ont pas de problème avec Doula Madani et M. Askari, les Français. Ils n'ont aucun problème. Hein. On n'est pas capable d'avoir un vrai général en Algérie qui défende vraiment les intérêts de l'Algérie, qui soit un vrai patriote, qui soit compétent et qui aime la démocratie. On ne peut pas l'avoir comme le général Cárdenas, Lázaro Cárdenas. On ne peut pas avoir l'équivalent en Algérie. Il y a combien de généraux en Algérie? 900. Je ne sais plus, 900, 600, 900. ما على باليش. ما كاش واحد كيما هذا اللي يقدر يدافع على الجزائر ويقول توتال ديجاج، يقول اني ديجاج. انا لا نخدم مع شركه فاسده. علاش؟ لماذا نخدم مع شركات فاسده وندخل الحبس وزير فاسد؟ Il faut être logique يا الجزائر. العلم راه يشوف quelle est la crédibilité de l'Algérie quand on travaille avec des multinationales condamnées pour corruption, même dans notre pays. Total a été condamné pour corruption, surfacturation dans notre pays et on continue à lui donner des contrats. Mais quelle est notre crédibilité? Donc, à nouveau, je relance un message au président algérien et à l'armée algérienne, parce que depuis le décret du président algérien, je crois c'est 2 juin 2024, le président peut nommer dans des entreprises publiques des militaires algériens. Donc, il peut le faire. Donc, je souhaite que notre président nomme un général patriote, compétent et démocrate pour surveiller tous les contrats de gaz et de pétrole en sa qualité de vice-président de la Sonatrach. Car s'il n'y a pas un général vice-président qui surveille les contrats de gaz et de pétrole, nous allons continuer à entretenir la corruption internationale. ومشي حق علينا. بارك الله فيكم. تحية الجزائر. والله يرحم شهداء.